ambition. Vive l'ampleur. Parlez-nous simplement de vos personnages principaux, parce que tout le monde n'a pas encore lu vos romans qui viennent tout juste de sortir, alors on va commencer par Claire. Peut-être une présentation un peu de Yuki, une jeune femme, une jeune fille. Une jeune fille au début. Son caractère. Donc en gros, c'est la fille d'une famille noble très ancienne qui est liée à l'empereur. Du coup, elle s'est élevée, elle est très noble, elle est dans ses manières, etc. Sauf que son frère tombe malade, gravement malade, même il va bientôt mourir. Le seul choix qu'elle a, c'est de partir de chez elle, parce que son père est absent et sa mère est une loque en fait. Elle n'arrive pas à faire face tout simplement à la situation. Et donc elle part en voyage pour sauver son frère et donc trouver un guérisseur qui serait en mesure de lui apporter un remède. Sachant que Yuki, donc, au début, elle pense que tout lui est dû, que son frère est génial, c'est son frère, donc il va forcément être sauvé. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle rencontre des personnages, etc., qu'elle arrive au bout de son voyage, elle se rend compte que la vie ne fonctionne pas du tout comme ça, évidemment. Donc au début, c'est un peu comme un voyage initiatique qui me ressemble un peu, puisque c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais jeune, j'avais son âge, donc peut-être un peu plus âgée. Et au fur et à mesure, on comprend que la vie, c'est pas ce qu'on pense. Ensuite, alors c'est vrai que c'est le premier personnage principal, c'est d'elle que tout part. Ensuite, on va avoir donc, son frère Akira, qui à la base est aussi noble qu'elle, aussi il est élevé pareil, on va dire. Et sauf que lui, je spoil un petit peu, mais ça se passe au début, donc il va mourir. Et on le voit ensuite, une fois qu'il est mort, il est devenu fantôme et il est complètement. Il est devenu arrogant, il est devenu. Alors, je m'étais attendue à ce qu'on n'aime pas ce personnage, et jusqu'ici on l'aime bien, donc je suis contente. Mais il est un petit peu spécial, c'est le personnage fantastique, on va dire, de l'histoire. Même question pour Chloé, alors pareil avec des personnages féminins qui ont été confrontés très vite à deux réalités. Tout à fait. Pour les personnages, quelque chose que. Donc, dans le royaume du demi-loup où se passe l'histoire, une des coutumes les plus importantes veut que chaque prince ou princesse, enfant de la lignée royale qu'il est, se voit attribuer un suivant, une suivante, qui est un enfant qui naît juste le jour d'après, que son père va aller chercher dans un village, là où il le trouvera, un peu au hasard. Et cette suivante devra suivre la princesse à qui elle est attachée toute sa vie. Et comme à la fois une confidente, garde du corps, conseillère, amie, tout en fait. Et donc le roman est raconté principalement par trois des suivantes, qui sont les suivantes des deux princesses, des deux lignées royales présentes dans le roman. Voilà, donc pareil, on les prend, comme je dis, assez jeunes, et elles vont apprendre petit à petit, puisqu'il y a une épidémie dans le royaume, il y a la guerre sur la frontière, que voilà, leur devoir, c'est pas juste être les copines des princesses, mais aussi les pousser un peu vers leur devoir qui est quelque part reprendre en main, etc. Il y a un peu une dimension initiatique un peu sur les Oui, à partir du moment où on prend des personnages ados et qu'on les suit vers l'âge adulte, forcément, quelque chose comme ça, on en est. Christian, une question. Personnages principaux. Il y a certains personnages dont je ne pourrais pas parler parce que ça spoilerait le dernier tiers du roman, mais qui sont des personnages importants. Mais ceux qu'on rencontre au début, et notamment un qui est un personnage féminin, qui est Amassi, qui est la conteuse de la 10e chasse, est un personnage essentiel, même si elle ne fait qu'assister aux choses. Elle est très peu agent, mais elle assiste aux choses, mais à la fin, elle agit, oui. Elle fait ce qu'elle peut. C'est vrai que moi, je ne me souviens plus de ce nom. Et effectivement, à la fin, elle agit. En fait, j'avais tendance à gommer ça parce que elle agit comme, disons qu'on soit confronté au même bouleversement. C'est un personnage comme un autre finalement, et certains d'entre nous agiraient, tenteraient d'arranger, de modifier. Elle devient nettement le personnage principal. C'est quand même le personnage central. Mais sans doute parce que le récit passe par elle. C'est un débat qu'on a eu avec Stéphanie, je ne sais pas si elle est arrivée, en éditrice sur ce roman qui
beaucoup fait travailler. Où j'étais resté sur ce topos sans doute un peu simple que de mise en abîme du récit dans le récit. Et puis on est allé un petit peu plus loin grâce à sa ténacité et sa conviction qui a su emporter la mienne. Et puis les autres personnages, il y en a beaucoup. Alors, restons sur Amassi et Baka, le commandant de la 10e chasse par exemple. Et après il y en a d'autres. On est en fantasy, qui dit fantasy dit création un petit peu d'univers, même si parfois c'est un petit peu différent. Alors comment est-ce que vous les avez construits, ces univers, et est-ce qu'ils ont changé au fil des années, par exemple, au bout de 10 ans? Est-ce que le royaume de Milou est la même chose qu'en 2006? Non, il n'est pas tout à fait, il s'est affiné un peu en termes de, je dirais, pas de géopolitique, mais c'est un peu... je peux exagérer de dire ça, mais parce que quand j'ai commencé, j'avais moi-même 17 ans et je pense que j'étais plus intéressée par les histoires de cœur des personnages que par les grands enjeux de guerre, tout ça. Et petit à petit, ça s'est pas mal inversé. Au final, c'est avant tout la fantaisie dynastique avec des luttes de pouvoir, etc. Donc voilà, ça a été un travail de réfléchir à comment ça fonctionne hiérarchiquement, dans la réalité, dans le royaume. Après, comment j'ai créé l'univers, comme j'ai dit, je pense que j'étais sous influence de cette fantaisie médiévale, un petit premier homme. Après, j'ai pas cherché à mettre, comme vous, c'est de la fantaisie sans fantaisie, il n'y a pas de magie, pas de créature, parce que, je sais pas, j'y arrivais pas. Ça veut dire une carte, ça veut dire des lignées avec des fiches de personnages et des arbres généalogiques. Pas en amont en tout cas. C'est des choses que j'ai faites, il y a une carte qui existe, des arbres généalogiques que j'ai fait, mais très honnêtement pas des arbres généalogiques qui remontent comme Tolkien 30 générations avant un truc. Ça non, c'est plutôt des trucs que je construis en parallèle en fait. Je me dis bon voilà, le royaume de côté, il y a ça, comme fait l'autre visage de la région, mais je fais pas un gros travail de recherche ou de mise en place avant. C'est plutôt au fil de la plume comme ça vient, et puis après je fais un aller-retour si j'utilise quelque chose à un endroit, un village, une coutume, un climat particulier, une créature particulière, je peux venir la remettre avant, me dire bon je la remets comme ça. Ça se fait dans le mouvement de l'écriture, pas dans une réflexion. Une question pour Christian sur la construction de Tanger et de l'univers. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on improvise un peu sur le fil de l'écriture, ou du moins des caractères particuliers de certaines régions. Moi j'ai été aidé par le fait que Tanger, je l'avais dessiné, je m'étais dit que quand j'étais parti de cet antagonisme très basique et assez inspirant, d'un supercontinent et d'un superocéan. Donc avec cette dualité, j'étais sûr d'avoir un contraste maximum. Et je me disais qu'avec un très vaste océan, la météo sur Tanger serait assez particulière. C'est que l'idée des nefs, c'est que les côtes seraient très arrosées et que l'échine centrale, la grande dorsale montagneuse centrale serait sans doute plus sèche. Voilà. Donc en partant de là, les villes les plus importantes étaient sur les contours, donc il était plus facile pour les habitants de Tanger de circuler d'une ville à l'autre par les bords, contrairement à la logique qui voudrait qu'ils traversent simplement le continent par la terre, mais en fait ils sont aidés aussi par un grand fleuve. C'était aussi dans les premières choses que j'ai imaginé, un grand fleuve qui s'appelle Mira, qui fait pratiquement les 2/3 nord du supercontinent, et donc qui est une grande voie de navigation idéale pour des nations. Et puis sur les nations elles-mêmes et sur leur identité, etc. Comme je suis un amoureux des mots, de la langue et de la mythologie, je suis parti des mythes et de la langue. C'est-à-dire j'ai d'abord conçu un vocabulaire, une langue et l'évolution de cette langue, notamment d'une langue franche qui s'appelle le guiol. Et puis c'est déclinaisons. Il y a d'autres. Les nefs de Tanger ne fait qu'effleurer ce que j'ai
élaboré pour concevoir les différents peuples, mais on n'allait pas faire, après ça présentait tout l'intérêt de dire tout ça. Donc voilà, il y a ce mélange d'une préparation à base de mythologie, de créer d'abord ce qui est le fondement de l'univers, enfin, en tout cas des peuples. La géographie, on improvise des choses, c'est vrai que c'est ça, des choses qui sont imaginées au fur et à mesure, des utilités, etc. Mais tout en restant, je pense qu'on est obligé de quand même de conserver une vraisemblance. On ne va pas en mettre des glaces en plein cœur. Voilà, donc les glaces, elles sont vers les pôles, c'est presque inévitable, par exemple. Même question pour Claire. Alors pour le coup, là, on est dans le Japon médiéval. Est-ce que ça nécessite beaucoup de recherche et est-ce que tu as pris quelques libertés aussi? Alors oui, bien sûr que j'ai pris des libertés, parce que je ne suis pas historienne et c'est pour ça que je voulais absolument que ce soit un monde inventé, parce que économiquement, géographiquement et politiquement, évidemment, il y a des grosses inspirations, mais je n'ai pas envie de commencer à vraiment faire des recherches très poussées, très précises pour coller point à point, au risque d'avoir les historiens pris sur le dos pour me dire « non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça ». Par contre, donc, comme j'étais comme je baignais beaucoup déjà dans l'univers japonais avec surtout les dramas, les séries, etc., je me suis inspirée de ça d'abord sans vraiment réfléchir, je suis allée au feeling. Et en fait, au fur et à mesure, en grandissant, je me suis aussi intéressée à la littérature, donc avec certains romans qui se passent aussi, donc là, sont historiques, mais qui se passent dans le Japon médiéval, et d'autres films qui m'ont énormément aidée. Après, c'est vrai que j'ai fait des recherches sur certains domaines, comme la calligraphie, où je ne connaissais absolument rien sur la calligraphie, par exemple. J'ai l'avantage d'avoir à l'I3, donc à l'université, une grande bibliothèque, et comme il y a un pôle japonais à l'I3, il y avait pas mal de documentation, en fait, dans la bibliothèque auquel j'ai pu me référer. Après, bien sûr, même par rapport à ces documentations, parfois j'ai pris quelques libertés, j'ai enlevé certains points, j'en ai mis d'autres en avant, selon les besoins du récit et selon mes envies aussi. Un des